Salut tout le monde, c'est Thibaut Jousselin, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous expliquer les démarches pour venir étudier au Canada. Alors j'ai réfléchi longuement à faire cette vidéo parce que il y a déjà beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice de YouTube et vous expliquer. Alors pour mon histoire personnelle, ça fait 1 an que je suis ici, j'ai commencé les démarches un peu pendant le Covid et j'avais 17 ans quand je suis arrivé au Canada, donc je vais pouvoir vous expliquer si vous avez même 17 ans toutes les démarches, que ce soit de l'immigration à la vie ici. Ce sera une vidéo que j'espère qui va être assez rapide mais assez complète et je vais vous mettre le lien de ce PowerPoint en description. Alors oui, c'est un PowerPoint, je pense que pour le visuel et pour que vous compreniez, que vous y retrouviez rapidement, ça va être facile. Je vais également segmenter cette vidéo en partie par rapport aux sujets qui sont expliqués, comme ça vous retrouverez l'information rapidement. Vous pouvez mettre cette vidéo en favori et ça peut vous aider pendant vos démarches. Donc du coup, les démarches pour étudier au Canada, donc j'ai mis en 2023, mais j'ai pris par rapport à mon expérience de 2021. Donc voilà. Donc, alors, les indispensables, on va commencer par ça avant de parler de tout. Il faut avoir un passeport valide pour longtemps et être émancipé si vous êtes mineur. Car si vous êtes comme moi, que vous finissez le lycée et que vous êtes né en fin d'année, il se peut que vous soyez mineur au moment où vous souhaitez aller au Canada. Et donc, pour pouvoir venir sans avoir de problème, il faut vous faire émanciper, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir un juge et demander l'émancipation avec l'accord de vos parents. Et donc comme ça, vous pouvez faire toutes les démarches comme vous voulez. Donc, assez parlé de ça, on va commencer direct avec mon point 1 qui est, je pense, une démarche qu'il faut faire, c'est la préparation mentale, car changer de pays pour étudier, ce n'est pas forcément rien. Donc, les questions à se poser, c'est celle-là. Donc, vous avez en premier, pourquoi je veux étudier au Canada? Alors, essayez de déterminer, car c'est la question que vous allez vous poser si jamais vous avez des moments de doute une fois que vous allez être ici. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Et donc, est-ce que c'est parce que vous voyez pas d'avenir dans votre pays? Est-ce que c'est parce que vous trouvez que le Canada c'est génial? Donc voilà, pensez-y. Ça pourrait être sur un coup de tête, mais un coup de tête, faut réfléchir. Donc voilà, pensez-y. Ensuite, l'éloignement sera-t-il facile? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont proches de leur famille, moi aussi, mais moi je suis proche d'une manière où je peux me permettre de me séparer d'eux. Et en fait, c'est ça, vous serez quand même dans un autre pays si vous êtes ultra proche de votre famille, de vos amis. Ça pourrait peut-être vous faire un choc en arrivant ici. Alors imaginez-vous dans votre tête, est-ce que je serais capable? Donc voilà. Euh, Est-ce que vous choisissez le Québec ou une province ou les provinces anglophones? Donc voilà, c'est un choix qui doit se faire. Je vous laisse mûrir cette réflexion-là. Et est-ce que vous êtes prêt à vous endetter? Car c'est possible si vous venez, si vous n'avez pas les moyens, vos parents n'ont pas les moyens, vous allez peut-être devoir vous endetter car c'est des études qui coûtent quand même cher. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Donc on va passer à la partie 2. L'admission à l'université. C'est la première démarche pour venir au Canada. Donc l'admission à l'université, il faut aller sur le site web des universités et il faut que vous recherchiez le programme qui vous intéresse. Donc je vous ai mis les équivalences à peu près. Donc le cégep, donc c'est des DEC ou des techniques. Ça correspond au lycée en France. Mais ici, il faut savoir que le cégep, ça regroupe le lycée général qui vous permet de rentrer à l'université, mais également des techniques qui vous permettent d'intégrer directement le monde du travail si vous êtes plus manuel. Donc c'est ça, le cégep, ça correspond à peu près au lycée dans le modèle français. Ensuite, vous avez le micro-programme qui correspond à une seule année d'études, donc on pourrait correspondre ça à un bac plus 1. Donc voilà, c'est très peu choisi par les étudiants internationaux. Vous avez le bac qui correspond à une licence, c'est ce qui est majoritairement pris. Donc si vous faites un bac en histoire, c'est une licence en histoire. Enfin bref, voilà. Un bac, c'est une licence et une maîtrise qui correspond à un master. Alors, pour l'admission à l'université, vous pouvez commencer le processus des demandes d'admission. Donc, il faut donner les documents suivants pour demander à une université. C'est dans leur site web. Vous aurez à fournir votre relevé de notes, que ce soit du lycée ou de toutes les études que vous avez fait, vos diplômes si vous en avez, qui peuvent être pertinents à votre sélection, mais aussi, ça on est peu habitué, mais vous pouvez donner votre expérience de travail intéressante en lien avec votre diplôme, car ici on fonctionne aussi avec l'expérience que vous avez eue. Ils vont peut-être pouvoir vous créditer des cours ou ça va peut-être leur permettre de pouvoir vous admettre, même si vous n'avez pas forcément les diplômes nécessaires qu'il fallait.
Donc il faut savoir qu'ils sont pas très sélectifs. Par exemple, moi-même j'avais 12 de moyenne et ce n'est pas pour autant que les universités ne m'ont pas accepté. Je pense que si vous faites un bon dossier et que vous avez des bonnes appréciations, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'avoir 17, 18 de moyenne. Le délai des traitements est d'environ 1 mois, même si souvent c'est aux alentours de 2 semaines, 3 semaines. C'est assez rapide et vous recevez la réponse par courriel avec votre réception de votre lettre d'admission. Donc voilà, c'est tout pour l'admission à l'université. Une fois que vous avez votre lettre d'admission de l'université, vous pouvez commencer les démarches d'immigration. Alors, pour commencer, j'ai mis 3.1. Vous avez pour le Québec le certificat d'acceptation du Québec. En fait, le Québec fait une sélection avant que vous fassiez vos démarches pour le permis d'études. Donc en gros, si vous voulez venir au Québec, il faut avoir le visa de la province. C'est une lettre qui est donnée pour dire au gouvernement fédéral « Ok, on accepte cette personne ». Donc c'est géré par le gouvernement provincial. Ça coûte en moyenne 120 $ et le délai de réponse est d'environ une vingtaine de jours. Donc pour le CAQ, les documents requis, c'est un passeport évidemment, la lettre d'admission de l'université et une preuve de capacité financière. Donc je vais vous donner le montant au moment du permis d'études, mais en gros, une preuve de capacité financière, c'est pour prouver que vous avez de quoi subvenir à vos besoins pendant toute la durée de vos études. Donc ça peut être une lettre de la banque, ça peut être juste tout simplement un relevé de compte, ça peut être une lettre de vos parents qui se portent garant de vos études. Et donc voilà, je vais vous en parler plus tard car elle est aussi nécessaire pour le permis d'études. Le permis d'études, parlons-en. Donc une fois, si vous voulez aller au Québec, il faut avoir le CAQ. Donc une fois que vous avez le CAQ, vous pouvez passer au permis d'études. Donc lui, c'est un visa fédéral. Il a un délai de traitement d'environ 3 mois. Donc c'est assez long et il peut y avoir des refus. Donc il faut s'y prendre très tôt. Et c'est la dernière étape pour l'immigration. Une fois que vous avez votre permis d'études, ça y est, vous avez le droit de venir au Canada. Donc, le permis d'études, les documents requis, c'est le passeport et des infos personnelles. Ils vont vous demander des infos personnelles sur votre famille, vos parents. Ils peuvent vous demander certaines choses comme votre acte de naissance, tout ça. Mais ça, c'est dans des cas plutôt rares. Mais bref, ils vont vous demander toutes les infos personnelles que vous pouvez avoir sur vous-même. Ils vont vous demander évidemment la lettre d'admission à l'université. Ils vont vous demander de rédiger une lettre de motivation. Et alors là, j'ai 2-3 astuces. Il faut savoir que la plupart des lettres de motivation peuvent être des causes de refus. En fait, dans une lettre de motivation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas expliquer que vous comptez rester au Canada. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous expliquiez en quoi les études que vous allez faire au Canada vont être bénéfiques pour votre parcours professionnel. Et l'idéal, c'est de mettre une phrase pour expliquer en quoi c'est bénéfique pour votre parcours professionnel dans votre pays. Car en fait, ils n'ont pas envie de voir que vous avez envie de rester, car même s'il y a un manque de main-d'œuvre, tout ça, s'ils vous disent à la fin de vos études, on ne veut pas que vous restiez, il faut que vous puissiez rentrer. Et donc c'est pour ça qu'en fait, dans votre lettre d'admission, il faut bien aller dans le sens, de votre lettre de motivation, il faut bien aller dans le sens de dire que vous souhaitez faire votre parcours professionnel pour votre pays d'accueil et non pas pour dire je veux rester au Canada, car en fait ils ne veulent pas, à ce stade-ci de l'immigration, ils ne veulent pas que vous restiez au Canada. Donc c'est ça, c'est ma petite astuce, car beaucoup de permis d'études sont refusés à cause du fait que les gens disent je veux rester au Canada, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous devez avoir votre CAQ si vous allez au Québec, donc c'est pour ça il faut avoir fait la démarche du CAQ avant. Et il vous faut la preuve de capacité financière. Alors le gouvernement fédéral l'établit à 10 000 $ par an, en plus des frais de scolarité. Alors pour un Français, les frais de scolarité, enfin pour un francophone ou quelqu'un, je ne sais plus si la Belgique est concernée, mais pour un Français en tout cas, nous avons le droit à une exemption de frais de scolarité de moitié. Donc on paye le même prix qu'un Canadien et donc on paye 5 000 $ par session, soit environ 10 000 $ par an. Ça dépend de votre programme, ça dépend de votre université, mais en moyenne c'est ça. Donc en gros, il faut avoir 20 000 $ par an pour pouvoir subvenir à vos besoins ici. Donc il faut prouver que vous avez l'argent pour pouvoir rester tout au long de vos études. Donc c'est comme j'ai dit précédemment, une lettre d'un banquier, un garant,
un état de compte, bref, tout ce qui peut prouver au gouvernement que vous avez ce qu'il faut sur un compte bancaire et que vous en disposez afin de pouvoir rester ici pendant toutes vos études. Et enfin, le processus du permis d'études, donc vous effectuez votre demande sur le site d'Immigration Canada. Ensuite, une fois que vous avez fait votre demande, donné tous les documents, vous recevrez une lettre pour pouvoir prendre rendez-vous dans un centre de biométrie agréé du gouvernement fédéral. Donc c'est des centres qui sont disponibles assez peu. Donc par exemple en France, il y en a 2, je crois il me semble, un à Paris, un à Lyon. Voilà, les rendez-vous sont assez longs à avoir. Donc c'est pour ça, une fois que vous avez fait votre demande, prenez directement votre rendez-vous une fois que vous avez reçu la lettre qui vous l'y autorise. Et donc en fait c'est tout simple, vous irez le jour même avec votre passeport, votre numéro de demande, la lettre qu'ils vous ont donnée, vous leur donnez tout ça, vous mettez vos empreintes, ils scannent vos yeux et voilà, c'est tout bon. Et ensuite, au bout d'à peu près 3 mois, c'est ça les délais qu'ils disent, mais ça peut évoluer en fonction du nombre de demandes, vous recevrez les résultats de votre permis d'études et si c'est favorable, bravo, vous avez le droit de venir au Canada, vous venez avec votre lettre d'acceptation du permis d'études et ensuite ils vous le donneront une fois arrivé à l'aéroport à Montréal. Donc, et enfin, une fois que l'immigration est passée, je vais vous donner mes quelques astuces pour ici. Donc on va faire le logement, la banque, le numéro d'assurance sociale, le forfait de cellulaire, l'épicerie et l'hiver. Donc on commence. Alors, le logement. Le logement, il faut savoir qu'en ce moment, il y a une pénurie de logements. En fait, vraiment peu de logements sont disponibles. Il faut s'y prendre très tôt. Il y a des listes d'attente. Vous avez plusieurs choix. Vous avez soit les résidences universitaires qui sont les plus simples. Vous contactez les résidences. Si vous venez par exemple au mois de septembre, l'idéal c'est de les contacter vers le mois d'avril. Comme ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir une place, d'être bien dans la liste d'attente. Les loyers, ça dépend vraiment des villes. Je peux pas vous donner d'ordre d'idée. Moi, je suis à Trois-Rivières, c'est aux alentours de 300 à 450 $, mais je suis sûr qu'à Montréal, c'est beaucoup plus cher. Voilà, les résidences privées, sinon, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé de place dans les résidences universitaires ou tout simplement si vous voulez vivre seul, car souvent les résidences universitaires, c'est en colocation. Les résidences privées, vous pouvez choisir, mais là, c'est pareil, c'est plus compliqué car vous devrez payer en fonction des cas, soit vous n'avez rien à payer, c'est tout inclus, mais sinon vous devrez payer l'électricité, l'eau, ça reviendra toujours plus cher qu'une résidence universitaire, mais si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, et c'est pareil, même dans les résidences privées, il y a une pénurie de logements, faut s'y prendre tôt, et souvent il y a des enquêtes de crédit, c'est plus compliqué si vous voulez habiter dans une résidence privée. Donc voilà. Donc, maintenant, passons à la banque. Donc, c'est quasiment obligatoire si vous voulez faire vos études ici, car votre employeur va fonctionner avec une banque canadienne, euh, vos, votre logement va fonctionner avec une banque canadienne. Donc, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde si vous avez un compte. Et ça tombe bien, c'est gratuit chez la Banque nationale et chez la Banque Desjardins. Alors, Desjardins, c'est très très courant au Québec. On va dire, c'est la banque du Québec. Ils en sont très fiers. Enfin, fiers, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et la Banque nationale, ça c'est si vous allez dans une province canadienne, dans une province anglophone, c'est tout de suite plus apprécié car Desjardins est peu présent dans le reste du pays. Eux, ils font des forfaits pour les étudiants internationaux, c'est spécialement fait pour ça et généralement il n'y a pas de frais finalement, pas de frais sur votre carte et tout ça. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes du modèle français qu'on connaît. Ici, le modèle interbancaire, c'est Interact. En fait, c'est toutes les banques sont connectées entre elles et vous pouvez faire des virements simplement avec votre numéro de téléphone ou une adresse mail. Vous mettrez l'adresse mail de la personne et bam, vous faites un virement. C'est plutôt cool. Vous avez toutes les banques vont vous fournir une carte de débit qui fonctionne sur le réseau Interac et vous avez aussi le crédit. Nous en France on utilise beaucoup simplement les cartes de crédit, mais ici vous avez vraiment le débit pour utiliser ce qu'il y a sur votre compte et le crédit qui fonctionne pour vraiment du crédit, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'argent, vous payez avec votre carte de crédit et tous les mois vous devez rembourser votre carte de crédit. Voilà, c'est quelque chose qui change. Ne soyez pas étonnés si on vous donne seulement une carte de débit. Souvent, les cartes de crédit, il faut la demander au moment d'arriver. Ils vont vous la fournir. Elle est gratuite dans les forfaits gratuits pour les étudiants internationaux. Mais vous devez la demander car on vous donnera seulement la carte de débit qui ne vous permet pas de payer en ligne, simplement dans les terminals de paiement partout. Voilà, c'est des petites choses qui changent. Ensuite, on va passer au point 4.3.
le NAS. Donc le NAS, c'est l'identifiant national au Canada. Donc c'est vraiment un numéro qui est composé de 9 chiffres, je crois. Et en gros, ce numéro-là, c'est celui qui vous identifie pour toutes vos démarches. Donc c'est indispensable pour travailler, les employeurs vont toujours vous le demander. C'est lui qui permet de prouver à l'employeur que vous avez le droit de travailler au Canada. Vous devez mettre ce NAS sur vous devez le déclarer à votre banque si vous souhaitez travailler. Et pour avoir ce NAS, une fois que vous serez au Canada, il faut aller dans un bureau Service Canada, c'est le plus simple, et vous demandez votre NAS, ils vont vous demander votre passeport, votre permis d'études, et ensuite ils vont vous le donner. Et donc ce NAS, voilà, c'est votre Saint Graal, c'est lui qui vous permet de travailler. Sans NAS, c'est impossible, donc c'est simplement un numéro qu'ils vont vous donner, et c'est surtout, il faut que ce soit ultra confidentiel, vous ne devez le donner à personne, car ce numéro, c'est tout simplement votre identité. Enfin, non, il en reste, le forfait cellulaire. Alors, c'est extrêmement cher ici au Canada, le pays est grand, ça leur coûte cher en infrastructure, enfin c'est les excuses des opérateurs en tout cas. Donc si vous êtes français, je vous conseille de prendre le forfait de Free. En fait, le forfait de Free, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il vous offre 25 gigas de données au Canada, et il ne vous demande pas, contrairement aux autres forfaits, de rentrer en France au bout d'un certain temps. Donc, vous pouvez passer des années ici. Si vous avez le forfait de Free, vous n'aurez même pas à retourner en France à un moment. Votre forfait sera toujours actif et ça va vous coûter bien moins cher qu'un forfait canadien. Donc c'est le forfait de Free à une vingtaine d'euros. Donc c'est celui-là qui est le meilleur pour garder un forfait français. Sinon, si vous voulez prendre un forfait canadien ou si vous n'habitez pas en France de base, les opérateurs historiques c'est Bell, TELUS et Rogers. Donc il faut savoir que les autres, donc tout ce qui est Fido, Fizz, tout ça, c'est des forfaits connexes à ces compagnies-là. C'est un peu comme Soch, Red. Donc en fait c'est des filiales de ces grands opérateurs-là. Donc si vous voulez pas avoir de problème, oui c'est les plus chers, mais c'est ceux qui ont le moins de problèmes. Vous avez Bell, TELUS, Rogers et j'ai oublié Virgin. Virgin est peu cher et très fiable, donc vous pouvez aller aussi chez Virgin. Mais bref, on est aux alentours d'une cinquantaine de dollars pour 5 à 10 gigas de data, donc c'est extrêmement cher. C'est pour ça que je vous conseille de prendre vos forfaits français. Ensuite, l'épicerie. Alors, c'est plus cher qu'en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pharmacies, c'est un fourre-tout. Nous, en Europe, les pharmacies, c'est fait pour acheter des médicaments, puis c'est tout. Ici, vous avez vraiment de la nourriture. C'est comme aux États-Unis. Vous pouvez prendre des photos d'identité en pharmacie. Vous avez souvent un bureau de poste en pharmacie. Enfin bref, c'est vraiment le fourre-tout. Et mon conseil d'épicerie, en tout cas au Québec, c'est Maxi, car c'est l'épicerie la moins chère. Donc voilà, si vous avez un Maxi près de chez vous, je vous conseille d'y aller, mais de toute façon vous allez voir, les prix sont nettement moins chers. Et enfin, l'hiver. Donc l'hiver, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas si pire. Oui, c'est fou, il fait -20, mais il fait -20 que un mois et demi dans l'année, le reste il fait -10. On y va. Si vous trouvez des vêtements chauds, je vous conseille de les acheter ici. Ils sont faits pour. La technique de l'oignon. La technique de l'oignon, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs couches de vêtements et c'est ça qui est vraiment efficace contre le froid. Et voilà. En gros, l'hiver, c'est pas si pire. Il y a plein d'activités. Faut pas s'en faire. Mais c'est sûr que si vous détestez vraiment le froid, c'est à considérer dans votre choix de venir ici. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais dire sur les démarches. Moi, je pense que j'ai été plutôt complet. Je voulais faire cette vidéo tout simplement pour donner mon point de vue, puis donner de l'aide à ceux qui avaient les mêmes questions que moi lorsque j'ai commencé mes démarches. Mais c'est ça. En gros, si vous voulez faire une rentrée pour septembre, pour être bien dans les délais, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer vos démarches en novembre ou en décembre, parce qu'ensuite vous avez la demande d'admission, le CAQ, le permis d'études et ensuite le logement qu'il faut prendre assez tôt. Donc voilà, c'est quand même plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Donc décembre, c'est le bon moment si vous voulez venir en septembre. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter vos questions dans les commentaires. Je vais y répondre si vous n'êtes pas énormément, sinon je vais pas avoir le temps. Et puis si vous voulez des vidéos sur d'autres sujets comme mon budget, une voiture, tout ça, je peux vous faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je vous conseille, je vous souhaite bon courage pour ces démarches. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bonne soirée, enfin bonne soirée. À plus, bye bye.